Bonjour, comme vous pouvez le voir sur cette image, de nombreux êtres vivants ont été représentés, donc qui vont de l'aigle à l'anguille, en passant par le lézard jusqu'à tout paille. Donc la particularité de ces êtres vivants est de faire partie du grand groupe des vertébrés. Donc on compte actuellement sur la planète environ 50 000 espèces de vertébrés, auxquels il faut rajouter ceux que vous voyez ici en rouge, c'est-à-dire tous les vertébrés qui ont disparu et qui sont aussi en très grande quantité. Si on regarde maintenant la classification de ces vertébrés, on peut voir, comme le montre cette figure, qu'on doit trouver à l'intérieur le grand groupe des poissons, donc les poissons cartilagineux, les poissons osseux. On va trouver aussi à l'intérieur du groupe des vertébrés les batraciens. On va trouver aussi les tortues, les lézards, les serpents, et un groupe qui s'appelle les archosauriens, dont faisaient partie les dinosaures, et dont il ne subsiste plus que les crocodiliens et les oiseaux. On va trouver aussi le grand groupe des mammifères, dont l'homme fait partie. Donc ces nombreux êtres vivants ont été regroupés dans le grand groupe des vertébrés, puisque, vous l'avez vu en sixième, ils partagent des caractères communs. Ce qui nous amène à nous poser la question, quels sont les caractères communs aux vertébrés qui justifient de les classer dans la même boîte, dans le même groupe? Donc pour répondre à cette question, on va observer à la fois l'extérieur et l'intérieur de ces vertébrés, et on va commencer par l'extérieur, en étudiant le plan d'organisation morphologique. Donc on va partir de trois vertébrés, donc la grenouille qui appartient aux batraciens, la chouette qui appartient au groupe des oiseaux, et un tigre qui est un mammifère. On peut tout de suite voir, et ça vous le connaissez depuis très longtemps, que le corps est constitué d'une tête à l'avant, d'un tronc, et enfin d'une queue à l'arrière. Donc une queue qui a plus ou moins régressé, ou qui s'est plus ou moins développée en fonction du vertébré étudié. On peut aussi voir que, on a dit un corps à l'avant, une queue à l'arrière, qu'on peut tracer donc un premier axe ici, qui est l'axe avant-arrière. Et donc le long de cet axe vont se répartir différents organes. Donc on va parler d'un axe de polarité. Et là c'est un premier axe de polarité, qui est l'axe antéro-postérieur. On va pouvoir aussi tracer sur ces différents vertébrés un deuxième axe, comme vous le voyez ici. Donc un axe où on va distinguer le dos du ventre. Et ça aussi, c'est un axe de polarité. On va en reparler un peu plus tard dans cette capsule. Et là, on parle de l'axe dorso-ventral, donc un second axe de polarité. Si on regarde maintenant les vertébrés de face, on voit qu'on peut tracer cette ligne-là. Cette ligne, vous faites un peu de mathématiques normalement, donc vous savez que c'est un axe de symétrie. Avec ici, puisqu'on voit les animaux de face, la droite. Donc cet axe n'est pas un axe de polarité, c'est un axe de symétrie bilatérale, un axe gauche-droite. Donc ces deux axes de polarité, cet axe de symétrie sont présents, quel que soit le vertébré étudié. C'est donc un premier caractère commun. Donc si on regarde maintenant l'intérieur du corps, on va s'occuper d'abord du squelette, en étudiant le squelette du membre intérieur des vertébrés. Chez l'homme, ce membre intérieur des vertébrés, vous le voyez ici, est constitué de l'humérus en gris, du cubitus, du radius en rouge, marron et vert, et enfin des carpes, des métacarpes et des phalanges qui constituent la main. Si on observe maintenant ce membre antérieur chez les oiseaux, comme la poule. Ce membre antérieur, je vous rappelle qu'il s'appelle l'aile, et on observe que finalement il est constitué des mêmes os. Donc humérus, cubitus, radius, carpe, métacarpe, phalange. Ces phalanges étant beaucoup plus longues que chez l'homme, pour assurer la fonction de l'aile qui est de supporter les plumes finalement, et donc d'augmenter la surface de ce membre antérieur. On regarde maintenant un prédécesseur de ces oiseaux, un petit dinosaure à plumes, qui est l'Archéoptérix. Donc on ne sait pas exactement si c'est un dinosaure ou un oiseau, c'est entre les deux. Donc un dinosaure à plumes. On voit que le membre antérieur est exactement le même que chez la poule, c'est-à-dire humérus, cubitus, radius, et des carpes, des métacarpes et des phalanges très longues. Donc point commun à tous. Si on observe maintenant
le poisson. On voit que chez le poisson, on a les mêmes os, hein, cubitus, radius au centre, carpe, métacarpe en jaune, les phalanges. Chez l'amphibien qu'est la salamandre, bah pareil, hein, on observe l'humérus, radius, cubitus, carpe, métacarpe, phalange, hein, un membre qui ressemble beaucoup à celui de l'homme. Et enfin, chez la tortue, bah, même disposition des os au niveau de ce membre antérieur, de la patte avant, avec un cubitus assez large, un radius, un cubitus qui sont soudés, et des carpes, des métacarpes et des phalanges. Donc au niveau du squelette, hein, si on élargit, au niveau du membre antérieur, c'est la même disposition des os. Si on observait le squelette en entier, on verrait que tous les vertébrés sont constitués des mêmes os, aux mêmes emplacements. Et donc un second point commun par rapport à la morphologie déjà vue antérieurement. Donc si on regarde maintenant les autres organes à l'intérieur du corps, donc je vous rappelle que les dissections étaient interdites, on va simplement regarder des photographies de dissection et on va parler du plan d'organisation anatomique. Donc vous avez ici 3 animaux qui ont été disséqués, donc une grenouille, une souris et une sardine. Donc petite remarque au passage, la sardine, je vous rappelle qu'on la dissèque côté latéral puisque c'est pratiquement impossible de la faire tenir sur le dos. Alors si on regarde justement ces organes, on voit qu'en position plutôt antérieure, on va trouver un cœur. Ce cœur est lui-même entouré des organes respiratoires. Donc ces organes respiratoires qui sont les poumons chez la grenouille et la souris et des branchies chez la sardine. On va trouver ensuite le foie, hein, si on descend côté postérieur. Donc le foie qui est un organe très gros hein, chez les vertébrés, qui est constitué généralement de 3 lobes et qui est plutôt en position droite du corps. On va trouver aussi l'appareil digestif, hein, qui commence au niveau de la bouche avec l'œsophage, qui se poursuit par l'estomac et qui va se poursuivre ensuite par l'intestin grêle et le gros intestin, tout cela pour déboucher au niveau de l'anus. Et on va enfin trouver dans la partie postérieure l'appareil reproducteur, donc avec les gonades, hein, les gonades qui sont les organes qui produisent les gamètes, c'est-à-dire les testicules et les ovaires. Donc vous voyez qu'on a à peu près la même organisation, on peut donc schématiser tout ça. Donc si on met en ordonnée l'axe de polarité dorso-ventrale et un abscisse l'axe antéro-postérieur, on peut dessiner ce petit graphique. On voit donc en bleu le système nerveux, hein, avec l'encéphale côté dorsal et antérieur, qui se poursuit par la moelle épinière, hein, qui est contenue dans la colonne vertébrale, côté dorsal du corps. En vert, on a l'appareil digestif, donc avec la bouche côté ventral, qui se poursuit par l'œsophage, hein, qu'on voit ici, l'œsophage. On a l'estomac, le foie, l'intestin. Donc tout cela débouche dans l'anus, ici, côté postérieur. On a aussi l'appareil cardiovasculaire, plutôt côté ventral, hein, sous la cage thoracique, avec le cœur et les poumons. Et enfin, on a l'appareil urogénital, avec les reins, plutôt en position dorsale, les gonades, hein, la testicule et ovaire, et la vessie côté ventral. Et plutôt tout cet appareil urogénital côté postérieur du corps. Donc ainsi, on vient de voir qu'on avait un même plan d'organisation au niveau des organes, au niveau des os, des axes de polarité identiques. On peut donc dire que ces critères font que tous ces êtres vivants qu'on vient d'étudier font partie du grand groupe des vertébrés. Et donc en conclusion, on va pouvoir dire qu'au sein de la biodiversité actuelle comme passée, il y a des parentés qui existent et ces parentés font qu'on a fondé des groupes d'êtres vivants. Ces groupes ayant le même ancêtre commun. Ainsi, ce qu'on vient de voir, c'est que les vertébrés ont une organisation commune. Les axes de polarité, l'axe de symétrie, la disposition des organes aux mêmes emplacements par rapport à ces axes de polarité. Et enfin, on peut dire que les parentés d'organisation des espèces d'un groupe suggèrent qu'elles partagent toutes un ancêtre commun. Merci de votre écoute. Au revoir.